Deuxième dossier du jour. C'était le jour de la rentrée parlementaire à Kinshasa, ce 15 septembre pour les sénateurs et les députés du Parlement congolais. Budget, élections, sécurité dans l'Est, une délicate mission pour les élus du peuple. C'était aussi l'occasion pour le gouvernement Sama Lukonde de déposer son budget plutôt qu'il évalue avec une nette progression de 32% par rapport à l'année précédente, alors que l'opinion est profondément divisée après les révélations sur les émoluments des députés nationaux. Le palais du peuple rêvait toute sa splendeur en cette journée d'ouverture. Le détachement d'honneur est rongé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Le Parlement a fait sa rentrée ce jeudi 15 septembre pour une session essentiellement budgétaire. Cette dernière session ordinaire de 2022, avec ses énormes enjeux, coïncide avec le dépôt par le Premier ministre Sama Lukonde auprès du président du bureau de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso du projet de loi des finances exercice 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains, une augmentation de près de 32% par rapport à l'année précédente. Comme vous le savez, vous connaissez la situation sécuritaire du pays. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République. Et donc, c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté. C'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adoptée par habilitation au niveau du gouvernement et doter au fait ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. La couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement, et puis finalement nos réformes sociales. C'est ces documents, désormais entre les mains du speaker de la Chambre basse du Parlement, qui servira essentiellement d'outil de travail pour les élus du peuple durant les 3 prochains mois. C'est au Parlement, à travers les commissions ECOFIN des 2 chambres, de faire des observations et amendements pour améliorer ce projet de loi avant sa promulgation par le chef de l'État. Augmentation du budget, certes, mais quel est l'impact sur le vécu quotidien du Congolais lambda? Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat a interpellé sur l'incidence de la loi des finances sur le social de la population. Cet avis est partagé par plusieurs élus du peuple qui reconnaissent que cela représente un vrai défi pour la représentation nationale. Comment alors procéder sans réduire le train de vie des institutions qui, à elles seules, prennent une majeure partie du budget de l'État? Et de plus en plus, des voix se lèvent au sein de la classe politique. Nous avons notamment préconisé la réduction du budget qui est alloué à la présidence de la République. Pour 2022, les budgets étaient autour de 2,80%. Pensons que c'est extrêmement élevé parce qu'il y a une multiplicité d'agences au niveau de la présidence qui sont créées, qui rentrent en compétition avec notamment soit des agences déjà existantes ou soit encore qui rentrent en compétition avec des ministères. Donc nous avons préconisé qu'il y ait une sorte de suppression de certaines agences et pour que et bien entendu aussi que nous puissions aller vers une sorte de réduction du personnel qu'il y a au niveau de la présidence et pourquoi pas éventuellement aussi réduire la taille du gouvernement qui est un gouvernement éléphantesque et dont on ne voit pas les résultats sur le terrain. À la Chambre basse du Parlement, le speaker n'épipe mot dans son discours d'ouverture. Mais certains élus évoquent la nécessité de s'y pencher. Le choix du président de l'Assemblée, peut-être c'est son choix. Mais je crois qu'il est important que dans ces pays, la question du partage de ressources nationales, de la solidarité nationale, de l'équité, du train de vie de l'État, cette question-là doit être sur la place publique. La question de l'écart de salaire, de la mission spécifique de chaque institution, ceux qui ont mandat, ceux qui ont carrière, toutes ces questions-là doivent être mises sur la place publique. Un autre défi à relever lors de cette session à multiples enjeux, la situation sécuritaire dans la partie Est. La cité de Bunagana est toujours entre les mains du Rwanda. La Chambre basse du Parlement est attendue au tournant. Nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête
de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Lorsque le président de l'Assemblée, le président d'une institution, lorsqu'il connaît déjà le problème et il cite nommément celui qui nous attaque, nous pensons que c'est déjà une bonne intention. Dans cette session de septembre, sans doute le dernier avant la convocation de l'électorat, les élus du peuple devront également fournir à la Commission électorale nationale indépendante des lois nécessaires pour l'organisation des élections en 2023. Que le budget de l'État pour l'exercice 2023 aura l'obligation de prendre en compte le complément et le solde des dépenses relatives à l'organisation des élections prévues en 2023. Le Sénat reste convaincu que la nouvelle version de la loi électorale promulguée améliorera l'indépendance, l'efficacité et la neutralité de la Commission électorale nationale indépendante et permettra d'éviter les irrégularités maintes fois décriées précédemment. Alors que le Parlement est attendu sur plusieurs chantiers, la représentation nationale devra aussi, durant ces 3 prochains mois, tenter de laver son image ternie après les révélations sur leurs émoluments. Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées dans ce dossier. Évidemment, cette question de réduction des trains de vie des institutions, de la situation sécuritaire, encore une fois, oui. À Bunagana, il ne suffit pas seulement de dénoncer, mais il faudrait justement mener des actions sur le terrain. Mais on va commencer par cette première question. Un budget amélioré qui a été déposé avec une augmentation de presque 32% par rapport à l'exercice de l'an passé. Mais avec quelle incidence sur le plan social ? Je pense que cette amélioration devra être constatée dans la clé des répartitions de ce budget. Savoir quels sont les domaines dans lesquels l'État s'est décidé de mettre le plus de moyens. Parce que depuis des lustres, le budget national a toujours été essentiellement utilisé dans la rémunération des institutions publiques de notre pays, au détriment... Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas du tout normal, nous l'avons déjà fustigé, au détriment de l'investissement, du financement... La santé, l'éducation. De l'éducation, et même de l'agriculture, qui est un levier important pour la vie d'une nation. Et donc, parler de 14 milliards, c'est déjà quelque chose, mais il faudrait que nous regardions de plus près la clé des répartitions pour savoir est-ce que les institutions de notre pays sont-elles devenues encore plus budgétivores qu'elles ne l'étaient. Avec les tableaux actuels, oui. Il n'y a pas encore eu des débats au niveau de l'Assemblée nationale autour de cette question. Est-ce que vous pensez qu'au niveau du gouvernement, cette répartition a déjà été prise en compte ? Si l'on se base sur ce qui a été fait avec le budget 2022, c'est assez alarmant de constater que nos institutions, elles sont extrêmement budgétivores. Elles asphyxient en quelque sorte le budget national, elles ne permettent pas au budget national de respirer. Et donc il faudrait que nous puissions aller vers un État qui soit moins gourmand en termes des finances publiques ou des fonds de la République, que nous puissions prendre sur nous. Vous savez, nous ne pouvons pas être un État modeste qui peine à mobiliser de l'argent, des ressources, mais qui dilapide le peu des ressources dans des projets qui sont peu productifs. C'est-à-dire ? Vous savez, en termes d'abord des rémunérations, parce qu'aujourd'hui, il y a cette situation... Ce sont des ressources humaines qu'on paye. Oui, ce sont des ressources humaines, mais il n'est pas exclu que nous puissions rationaliser en termes de nombre de personnel, mais aussi en termes de salaire ou émoluments que l'on donne En parlant des émoluments, quelle est votre réaction par rapport à la polémique qui a justement fait réagir plusieurs acteurs politiques et même la population elle-même sur les 21 000 $ des députés qui jusqu'ici n'a pas encore été justifié? C'est alarmant, il y a de quoi s'indigner de constater que nous sommes dans un pays où ceux qui sont censés être les élus du peuple, les représentants du peuple, sont les mieux payés, alors que le peuple pour qui ils sont allés travailler au niveau de l'Assemblée nationale
peinent à avoir leur salaire, comme je parle des fonctionnaires publics qui ont des salaires des misères, mais que nous ayons des députés qui ont des salaires gracieux, c'est inconcevable. Et donc nous, pour notre part, nous voulons aller au-delà des émoluments des députés. Je pense qu'il faut que nous puissions nous pencher sur cette question qui touche très précisément les députés nationaux, que nous puissions élargir notre réflexion vers d'autres institutions. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Il faut réduire. Nous avions déjà proposé une quinzaine de mesures à prendre pour parvenir à la réduction du train de vie des institutions. Si les émoluments que gagnent les députés sont alarmants, sont inquiétants, sont indignants, mais que dire des avantages qui sont accordés au ministre, au président de la République et bien d'autres institutions. Donc nous voulons avoir un débat structurel autour... À chaque fois, il y a d'ailleurs des sonnettes d'alarme, des alertes, des dépassements budgétaires, des dépassements budgétaires et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faudrait que nous ayons un débat structurel autour de la question sur les revenus et avantages qui sont accordés à nos différentes institutions. Nous devons faire des sacrifices en termes d'avantages. Pensez-vous que les politiciens sont prêts, parce que c'est finalement la politique qui prend les déçus sur les intérêts de la population? Et donc aujourd'hui, comme il est souvent dit, si les politiques ne prennent pas en considération les avantages du peuple, Thomas Sankara disait soit on va essayer de ne pas tomber dans l'accord de donner un peu de champagne pour quelques-uns, il faut de l'eau pour tout le monde. Et donc, à défaut de donner du champagne à tout le monde, comme ils n'y parviennent pas, il faudrait que la population se prenne en charge en essayant de ne pas reconduire des personnes qui sont là de manière égoïste, qui ne travaillent pas dans le sens d'accorder les meilleures conditions de vie à la population. Là encore, il y a à boire et à manger parce qu'il n'y a pas de civisme électoral en République démocratique du Congo. On ne vote pas. C'est la responsabilité des partis politiques, notre responsabilité à nous, bien entendu, de travailler de sorte à ce que la population soit informée, en tout cas sur le fonctionnement de l'appareil étatique, mais sache aussi comment et pour qui voter. Si ce ne sont pas les émoluments des députés, c'est l'affairisme des membres du cabinet du président de la République, avec le dernier scandale qui a éclaboussé évidemment l'un des conseillers du président de la République, Vydie Tshimanga, qui a fini par démissionner. Ne pensez-vous pas que cette question remet sur la table celle de la moralisation de la classe politique congolaise à ce jour? Oui, il y a nécessité et besoin de moraliser la classe politique. L'on ne va pas en politique pour s'enrichir, on y va pour servir, c'est un sacerdoce. Et il faudrait que cela soit inculqué, soit des valeurs qui soient transmises aux plus jeunes et grandissent avec. Évidemment qu'aujourd'hui, l'on est face à ce scandale qui frappe la présidence. Est-ce qu'il a suffi seulement de démissionner pour calmer les esprits ou se laver? Non, cela ne suffit pas. Je pense qu'il faudrait également que la justice se saisisse de cette affaire pour apporter toute la lumière, pour savoir si le dossier de M. Vydie Tshimanga n'est pas une partie émergée de l'iceberg. Donc il faudrait que la justice enquête. Il peut aussi se faire que la justice parvienne à l'innocenter ou à le blanchir au cas où elle ne trouverait rien. Mais il faudrait que la justice puisse se pencher sur la question pour essayer de voir s'il n'y a pas un réseau qu'il faut démanteler. Cette question revient encore par rapport à la session budgétaire. Souhaiterez-vous qu'on discute sur d'autres aspects à part ceux qui concernent le budget de l'État? Bien entendu, à part les budgets, nous attendons de nos élus un travail parlementaire efficace, ce qui n'a pas été un peu le cas les dernières sessions. Nous avons vu qu'il n'y a pas eu
il n'y a pas eu un contrôle parlementaire assez efficace. En termes de contrôle parlementaire, nous avons vu certains responsables, qu'il s'agisse des ministres, qui n'ont pas été inquiétés alors que le travail rendu n'était pas optimal. Donc ceci également doit faire l'objet d'un travail.